bonsoir à tous. Dans le titre de ce dernier journal de RTIA. La première dame de Côte d'Ivoire offre de vivre à la communauté musulmane un geste de solidarité vis-à-vis de cette dernière qui observe depuis le début du mois de mars la période sacrée du Ramadan. Le don de Mme Dominique Ouattara est estimé à 130 millions de nos francs. Le lancement officiel du projet d'appui au renforcement de l'administration électronique est effectif depuis ce jeudi. Le projet va à terme favoriser la digitalisation des procédures administratives les plus courantes. Il permettra aux deux parties, aux usagers et à l'administration de gagner du temps et de l'argent, le par à eux, à un coût global de près de 60 milliards de francs CFA. Et puis en Russie, le président Vladimir Poutine s'est exprimé ce jeudi sur la possibilité d'un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine. La Russie se dit pour, mais il y a des nuances et le dirigeant russe estime que la trêve doit mener à une paix durable. De son côté, le président ukrainien dénonce des propos manipulateurs de son homologue russe. Voilà pour les titres et merci de regarder RTI1. C'est désormais une tradition. Ce jeudi, la première dame de Côte d'Ivoire a remis un important lot de vivres à la communauté musulmane. Le geste de Mme Dominique Ouattara vise à soutenir les guides religieux et les familles musulmanes qui observent le jeûne du Ramadan. Le coût total du don est estimé à 130 millions de francs CFA. Mahama Traoré à ses membres. La première dame de Côte d'Ivoire remet aux guides religieux musulmans un échantillon de ce qui va contribuer à soulager des milliers de familles en ce mois de jeûne, le Ramadan. 3000 sacs de riz, 2000 de sucre, des cartons d'huile, de lait ou encore des pâtes alimentaires. Ce geste de cœur que nous recevons aujourd'hui est encore une fois une marque éloquente de votre inlassable dévouement à la cause des plus démunis et votre profond respect pour les valeurs de notre foi. En islam, la solidarité et le partage sont des principes fondamentaux et votre action incarne parfaitement ces nobles idéaux. 130 millions de francs CFA, c'est la valeur de cette donation qui intervient au 13e jour du Ramadan, une action que félicitent les membres du gouvernement en charge des questions de culte et de solidarité. Madame la Première Dame, votre époux et vous faites de la Côte d'Ivoire un pays solidaire, un pays du vivre ensemble, un pays où il fait bon vivre. Oui, le président de la République a tracé les sillons d'une Côte d'Ivoire solidaire que nous nous attelons de traduire au quotidien en actes pour faire de notre beau pays un havre de cohésion et de solidarité vraie. Excellence Madame la Première Dame, vous êtes une source d'inspiration. Vous êtes un modèle du vivre ensemble. La période de jeûne s'accompagne d'une dimension particulière. Elle coïncide avec le carême chrétien. C'est aussi une période de double prière, de communion, de solidarité pour la paix, pour la fraternité et pour la cohésion dans notre chère Côte d'Ivoire. Par ce geste devenu une tradition à chaque mois de Ramadan, la Première Dame réitère son engagement à soutenir la cause des plus faibles. Le mois de Ramadan est un mois privilégié de sacrifices et de prières qui, chaque année, donne à la communauté musulmane l'occasion de manifester de la générosité, de la solidarité et de l'entraide envers les plus démunis. C'est dans ce même esprit de partage que nous nous réunissons aujourd'hui pour apporter tous nos soutiens à nos frères et sœurs musulmans, mais aussi et surtout aux familles qui en ont le plus besoin. Cette cérémonie de remise de dons incarne les valeurs d'entraide et de compassion qui nous unissent en cette période de l'année et renforcent nos liens sociaux. Les vivres offerts par l'épouse du chef de l'État sont destinés aux mosquées, aux associations et aux communautés religieuses, entités chargées de les redistribuer aux familles vulnérables.
L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire emprunte également la voie du partage. Saad bin Al-Khatami a offert au nom de son pays 50 tonnes de dattes au gouvernement ivoirien. Les figues royales ont été réceptionnées par la ministre de la Solidarité, Miss Abel Mondogo. Le reportage de Madongui connaît pas Gassoro. C'est dans les locaux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Cocody que Saad bin Beket Al-Khatami, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite près la République de Côte d'Ivoire, a reçu la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Au menu de cette rencontre, la remise officielle de 50 tonnes de dattes de qualité des autorités saoudiennes au gouvernement ivoirien. Il s'agit pour le Royaume d'Arabie Saoudite d'apporter son soutien à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire en ce mois de Ramadan, mois de piété, de miséricorde et de partage. Un geste qui, selon Saad bin Beket Al-Khatami, s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Ces dons représentent une petite partie de la coopération qui existe, qui continue entre le Royaume et la Côte d'Ivoire. Je remercie Madame la ministre pour le soutien qu'elle accorde aux œuvres de l'ambassade en Côte d'Ivoire ici. Ce geste de solidarité et de fraternité fort apprécié par la ministre Miss Belmondo. Nous savons que les dates ont une importance capitale pour tout musulman qui jeûne. Nous recevons 2500 cartons de dates pour la communauté musulmane. Nous leur faisons la promesse ici que ces dates iront d'abord aux musulmans vulnérables. La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et le diplomate saoudien ont salué le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, non sans exhorter les populations à intensifier prières et bénédictions pour une Côte d'Ivoire plus unie et plus harmonieuse. La Côte d'Ivoire s'engage dans le processus de digitalisation complète de ses procédures administratives. Le Premier ministre a participé ce jeudi à la restitution des stratégies nationales de l'intelligence artificielle. Robert Begré-Mambé a aussi procédé au lancement du projet d'appui au renforcement de l'administration électronique. Le détail avec Franck Kodio et Adam Kéré. Les stratégies nationales de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données présentées au Premier ministre Robert Begré-Mambé, de même le projet d'appui au renforcement de l'administration électronique. Double cérémonie en présence d'un parterre de personnalités gouvernementales des institutions et du secteur privé. La Côte d'Ivoire s'inscrit ainsi dans le giron des pays priorisant le numérique et par extension l'intelligence artificielle comme accélérateur de développement. La stratégie nationale de l'intelligence artificielle et la stratégie nationale de la gouvernance des données visent à garantir une exploitation efficace et responsable des données et des technologies d'intelligence artificielle au service du développement inclusif. Dans cette dynamique, nous profitons également pour lancer officiellement le PARAE. L'objectif principal visé par ce projet est d'œuvrer à la digitalisation des procédures administratives en vue de renforcer la productivité de l'administration et de réduire les services. Les bénéficiaires directs de ce projet sont les usagers des services publics, des administrations centrales et décentralisées. Des stratégies et surtout un projet rendu possible grâce au financement conjoint Côte d'Ivoire Banque africaine de développement BAD, un investissement de 49 milliards de francs CFA. Ce projet illustre par ailleurs la vision de la Banque africaine de développement qui reconnaît la place du numérique en tant que levier transversal pour atteindre les objectifs de sa nouvelle stratégie décennale 2024-2033 pour une Afrique prospère, inclusive, résiliente et intégrée. Pour le chef du gouvernement haut patron, la symbolique est celle du positionnement du pays en faveur d'une administration connectée. L'intelligence artificielle est, selon Robert Begré-Mambé, un réservoir d'opportunités. Je voudrais vous rassurer, il y a déjà de nombreux acquis qui sont le fruit de la vision de notre président en matière d'intelligence artificielle et tous les dérivés. D'ici à fin décembre, nous aurons entre 529 et 559 zones blanches qui seront connectées dans le cadre du programme national de connectivité rurale. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire s'assoit sur du solide et l'avenir doit nous permettre de faire mieux, de faire fort
et d'être champion d'Afrique en matière d'intelligence artificielle, nous le pouvons. C'est pourquoi mes regards se tournent vers la jeunesse ivoirienne. Saisissez l'opportunité que vous offre le président de la République avec cette grande perspective en matière d'intelligence artificielle. Le champ d'action est vaste. Notons que, outre le projet d'appui au renforcement de l'administration électronique, que l'élaboration des stratégies nationales de la gouvernance des données et de l'intelligence artificielle a mobilisé plus de 60 institutions publiques et privées, auxquelles s'ajoutent 1200 experts. On reste avec le chef du gouvernement qui a procédé ce jeudi à la remise de clés aux souscripteurs du programme présidentiel des logements sociaux et économiques. 1072 logements seront habités par leurs acquéreurs à Lokodjo dans la commune d'Atekobe. Outre les 4672 logements disponibles pour le programme en cours, 25 000 logements en location-vente ou encore en location simple sont annoncés par le gouvernement. La présidente du Sénat est au Mexique. Kandia Camara va prendre part à la conférence mondiale des femmes parlementaires de l'Union interparlementaire. À Mexico, elle a été reçue par son homologue de la Chambre haute du Parlement. Il a été question de coopération et d'échange de bonnes pratiques. Envoyé spécial à Mexico, Kader Sogodogo. Mexico, capitale du Mexique. Il est 12 heures locales, soit 18 heures GMT, lorsque la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisuko Camara, présidente également de l'Association des Sénats d'Afrique, arrive au Sénat mexicain. Avec son homologue Gerardo Fernandez Noroña et les délégations présentes, les échanges vont porter sur la coopération parlementaire. Le Mexique, dont la démocratie est vieille de 200 années, fait office de meilleur élève de la parité entre hommes et femmes, à tous les niveaux, et cela inspire la Côte d'Ivoire, dont le président de la République, Alassane Ouattara, a fait adopter la loi numéro 2019-870 dans ce sens. Vous avez la parité au niveau du Sénat, la parité au niveau de l'Assemblée nationale, la parité au niveau du gouvernement. Et nous savons que la présidente vient de prendre une décision pour faire en sorte que dans toutes les sphères de décision, que ce soit dans l'administration publique ou ailleurs, que la parité soit observée. Quelle avancée! Quelle avancée! Bravo, Monsieur le Président. Bravo au peuple des États-Unis et des Mexicains. Bravo à votre grand pays. Et Monsieur le Président, nous sommes venus nous inspirer de votre modèle, de votre expérience. Une visite ivoirienne qui réjouit le Mexique, berceau du cacao, dont la Côte d'Ivoire est première productrice mondiale. Le Mexique sait également cette volonté d'aller toujours de l'avant. Je ne savais pas que vous êtes les principaux producteurs de cacao. Et bon, nous sommes des producteurs de cacao. On a été le peuple qui a donné le cacao au monde. On a commencé à le cultiver. Et nous avions une qualité de cacao extraordinaire. Et on l'a perdu. Mais les échanges entre nos peuples, bon, c'est la manière de faire actuellement les échanges commerciaux. Et il faut également renforcer les échanges culturels, sociaux, les échanges d'expériences et de parcours politiques. Nous, on est très éloignés d'Afrique. Il faut se rapprocher de l'Afrique. Nous sommes des peuples frères. Kandia Kamisuko Camara a, au cours des échanges, présenté cette Côte d'Ivoire nouvelle, généreuse dans l'effort, autonomisation des femmes, emploi jeune, infrastructures de tout genre. Gerardo Fernandez Noroña s'est dit séduit par le travail colossal abattu par le président de la République Alassane Ouattara. Acte fort, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisuko Camara, présentée aux sénateurs mexicains réunis en séance plénière. Tout un symbole dans la quête de la parité entre hommes et femmes. C'est tout le sens de cette conférence mondiale des femmes parlementaires qui va s'ouvrir à Mexico.
On reste sur le continent américain. Houston, la capitale mondiale de l'énergie, accueille la 43e édition du CIRA Week, le rendez-vous annuel incontournable des décideurs et leaders du secteur énergétique. La Côte d'Ivoire, sous l'impulsion de son ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, multiplie les rencontres stratégiques pour attirer de nouveaux partenaires et des investisseurs. On retrouve nos envoyés spéciaux Jean-Luc Gbangbo et Lamine Dramé. Houston, Texas. La métropole de l'énergie accueille comme chaque année le CIRA Week, grand rendez-vous des décideurs et investisseurs du secteur pétrolier et énergétique mondial. La Côte d'Ivoire, représentée par son ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, a multiplié les rencontres stratégiques, des séances de travail de haut niveau en marge du forum, avec des majors du secteur. Les résultats sont concrets. Après son départ de la Côte d'Ivoire en 2021, la British Petroleum BP fait de notre pays l'une de ses priorités pour son retour en Afrique, séduite par un cadre réglementaire plus attractif. Le Brésilien Petrobras a acté sa décision d'investir en Côte d'Ivoire avec possible 4 blocs pétroliers, tout comme l'américaine Valco. Vitol, déjà présente sur la chaîne du négoce, veut s'engager dans l'exploration. La Côte d'Ivoire est un pays qui a connu beaucoup de succès dans le domaine des industries extractives et Vitol est déjà un investisseur dans le pays. Et Vitol reste proche de la Côte d'Ivoire pour pouvoir continuer ses investissements dans le pays. Cette réunion, c'est pour voir comment on pourrait avoir une coopération entre le Brésil et la Côte d'Ivoire, Petrobras et Petroci. Et en fait, comme on a des similarités géologiques au niveau de l'Atlantique, donc comment est-ce que le Brésil pourrait apporter son expertise ou Petrobras pourrait apporter son expertise du deepwater à la Côte d'Ivoire. La montée en puissance de la Côte d'Ivoire dans l'industrie pétrolière mondiale s'est confirmée par la participation du ministre au Forum économique et énergétique africain, une réunion ministérielle réunissant les principaux pays producteurs du continent où la Côte d'Ivoire s'est illustrée en tant que le seul pays francophone au sud du Sahara, présent parmi les participants. Une occasion pour le ministre de solliciter l'appui des États-Unis dans son ambition pétrolière. L'environnement des affaires à Abidjan est déjà encourageant et que l'on peut continuer dans ce sens. En tant que ministre, il peut encourager quelques entreprises américaines à venir en Côte d'Ivoire, il le fera. Des engagements concrets, une visibilité accrue et des perspectives prometteuses. Le CIRA Week 2025 aura été une véritable vitrine pour la Côte d'Ivoire qui entend bien jouer un rôle de premier plan dans le paysage énergétique africain et mondial. Et ici en Côte d'Ivoire, l'inspecteur général d'État a procédé ce jeudi au lancement officiel des activités de l'ensemble des structures de contrôle de l'ordre administratif. Pour 2025, les différents organes de contrôle vont renforcer leur collaboration pour plus d'efficacité dans la mission d'inspection et d'audit. Alexis Ouedraogo. Les structures de contrôle de l'ordre administratif ivoirien lancent leur exercice 2025. Ce jeudi, à l'auditorium de la primature au Plateau, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli salue les performances enregistrées en 2024 et exhorte à plus de rigueur et de professionnalisme. Je me permettais chaque fois de dire au président de la République qu'il faut qu'on multiplie les contrôles pour que les gens soient habitués au contrôle. Parce que quelquefois, quand on dit qu'il y a des inspecteurs qui arrivent, des auditeurs qui arrivent, c'est un branle-bas. Non, c'est le travail quotidien. On ne vient pas parce qu'on vient créer des problèmes à une société d'État, à un EPL ou à un ministère. On vient juste regarder si tout se passe bien. Ça devait être le quotidien. Théophile Awandoli insiste sur une nécessité, celle du renforcement de la collaboration entre les différents organes de contrôle. J'ai foi en notre capacité à demeurer des instruments du président de la République pour relever tous les défis qui se dressent avec force sur le chantier de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Soyons fiers de ce que nous avons déjà fait. Mais nous ne devons jamais oublier
Il y a toujours de nouvelles frontières à franchir. Notons que des textes de réforme destinés à dynamiser le secteur sont engagés. Il s'agit entre autres du projet de décret fixant le cadre d'opérationnalisation de l'inspection, de l'audit interne, de l'évaluation et du contrôle de l'administration publique et parapublique, et celui portant création des emplois spécifiques d'inspecteurs et d'auditeurs de ministères. On s'intéresse maintenant à la 55e session ordinaire du comité interparlementaire le l'UEMOA qui s'est ouverte à Bamako, au Mali, du 10 au 21 mai prochain. Les parlementaires des 8 États membres de l'Union vont mener des discussions sur l'examen du rapport annuel 2024, le fonctionnement de l'institution et son évolution. En marge des travaux, la Côte d'Ivoire a pris le contrôle du comité interparlementaire. Le commentaire d'Abou Sanogo. Bamako, la capitale malienne, théâtre de la 55e session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, CIP-UEMOA. Cette session réunit les parlementaires des 8 États membres, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Niger, le Sénégal et le Togo. Les discussions ont porté essentiellement sur l'examen du rapport annuel 2024 concernant le fonctionnement et l'évolution de l'Union. À l'ouverture des travaux, le 4e vice-président du Conseil national de transition, représentant le président du CNT, le Conseil national de transition, a souligné l'importance de cette session pour renforcer la coopération parlementaire entre les États membres de l'Union. Autre temps fort de cette 55e session, le renouvellement des instances avec l'installation du nouveau président par intérim du comité interparlementaire. À cet effet, le chef de la délégation ivoirienne, le député Koulibaly Founan Cheikh Ahmed, a été installé en qualité de président par intérim du comité interparlementaire UEMOA. Les nouveaux membres représentant le Burkina Faso et le Sénégal ont été également présentés. Durant 12 jours, les parlementaires vont plancher sur plusieurs sujets, notamment l'examen du rapport annuel 2024 détaillant les avancées réalisées au sein de l'Union, y compris les réformes institutionnelles mises en œuvre. Le district autonome de Yamoussoukro compte une vingtaine de lacs, de cours d'eau qui subissent régulièrement des agressions dues aux pollutions des sites touristiques dégradés et en danger. Quelles sont les raisons de cette pollution? Que prévoient les autorités de la ville? Des éléments de réponse avec Grace Kondo et Célestin Frodo. Dans la ville de Yamoussoukro, une vingtaine de lacs qui constituent des lieux à la fois touristiques, écologiques et sanitaires. Aujourd'hui, ces lacs subissent sans cesse des agressions dues aux pollutions de tous ordres. Ils sont envahis par des végétaux aquatiques, des déchets solides et liquides. Il y a les maraîchers qui sont installés aux abords de ces lacs-là, qui enrichissent les plans d'eau en nutriments. Ils utilisent des produits chimiques, des intrants qui rentrent dans la composition des maraîchers et ces produits-là contaminent les plans d'eau. Il y a aussi les eaux usées qui sont déversées directement dans les lacs qui ne sont pas d'abord épurées. Les ménages connectent directement les toilettes au système d'assainissement qui est en place. Donc ce qui crée une pollution au niveau des lacs. Donc il faut que chacun fasse ses fosses septiques pour éviter de polluer justement les lacs que nous traitons au quotidien. Ces bouviers et maraîchers installés à la périphérie de ces cours d'eau reconnaissent les faits. On ne peut pas faire du maraîcher sans l'eau. On s'approvisionne dans le lac pour pouvoir arroser les plantes. Si on pouvait avoir au moins un forage comme ça, pour ne pas qu'on puisse de l'eau dans le lac, ça va nous permettre d'éviter de contact avec le lac. C'est les moyens qui nous manquent. Parce qu'actuellement, avec la sécheresse, là, avec les changements climatiques, l'eau commence à diminuer dans les barrages. Donc ça nous fatigue beaucoup. Les baies s'approvisionnent dans l'eau. À ces préoccupations, les autorités communales comptent apporter des réponses durables. L'abattoir de Yamoussoukro est en construction au niveau du village d'Aposikro avec un parc à bétail. D'ici 6 mois, les travaux seront terminés. Nous pourrons délocaliser tout ce bétail qui pollue le lac numéro 6 parce qu'il y a des enclos qui sont prévus au niveau de l'abattoir d'Aposikro. Nous avons déjà mécanisé l'entretien des lacs, ce qui permet d'avoir un entretien et une rotation beaucoup plus rapide que par le passé. Au regard des fonctions multiples des lacs de Yamoussoukro, en termes d'écotourisme pour la ville,
Ce responsable d'un complexe hôtelier en bordure d'un lac y a fait des aménagements pour en tirer une plus-value. J'ai créé cette petite passerelle-là, l'eau est en bas, et puis j'ai fait venir un petit bateau de l'Allemagne. Le bateau venait accoster ici, des gens montaient pour faire donc le tour. Voilà comment est-ce que la plateforme a été transformée en cascade. Une initiative qui séduit les visiteurs. C'est une très belle initiative. L'air frais à respirer, c'est propre, le lac est très propre. Contrairement à d'autres lacs, c'est reposant. Il y a un pont pour les photos, ceux qui veulent faire les contenus peuvent venir ici pour les petits montages. Un lac qui est vraiment très bien entretenu. C'est très paisible, reposant. Après une journée de travail, tu viens, ça te dégage un peu l'esprit. Dans la même dynamique, un projet de réhabilitation des lacs de Yamoussoukro avait été lancé à l'initiative du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Projet exécuté par le CIAPOL. Pendant près de 3 ans, le CIAPOL, sur le terrain, assisté par l'État de Côte d'Ivoire, a pu enlever tous ces végétaux, laver de la canne. Le lac était propre. C'est une activité qui a été menée pour pouvoir débarrasser les lacs de Yamoussoukro de ces végétaux aquatiques. Il faut maintenir la tendance jusqu'à ce qu'on assiste à un traitement de ces eaux moins riches donc en nutriments pour pouvoir diminuer un peu l'implosion, l'invasion par les végétaux aquatiques. Il faut encore plus d'efforts en créant la brigade de sécurité, voilà, pour que vraiment l'hygiène soit de mise, puisque c'est un beau patrimoine que le premier président nous a laissé. Afin d'offrir un visage reluisant au lac de Yamoussoukro, une synergie d'action s'impose. Si nous voulons que ces lacs-là deviennent vraiment des ressources d'eau pour la vie de Yamoussoukro, ça passe par une grande sensibilisation et une responsabilité de tous les acteurs. Nous en discutions pour que nous puissions mettre en place un plan de gestion intégré avec la participation de tous les acteurs dans la sauvegarde de tous ces lacs de Yamoussoukro. Il y a un plan de gestion intégré que nous sommes en train de rédiger avec tous les parties prenantes pour situer les responsabilités des uns et des autres. Il en est de même aussi de tous les cours d'eau de Côte d'Ivoire. Les problèmes que subissent les lacs de Yamoussoukro sont également vécus par la baie lagunaire. La pollution des lacs de Yamoussoukro et de la baie lagunaire a atteint sa cote d'alerte. Focus de Grace Kando à revoir sur les différentes plateformes digitales du groupe RTI. Et sur un tout autre plan, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et le ministère de la Culture et de la Francophonie scellent une alliance. La nouvelle union permettra de valoriser et de promouvoir les richesses du terroir. Objectif, rendre compétitive la culture ivoirienne à l'échelle internationale. Kader Sogodogo. Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, est accueillie à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels par Sa Majesté Amon Tanoé, président de l'institution. Une rencontre qui vise à sceller une alliance nouvelle pour la promotion et la valorisation du patrimoine culturel ivoirien. Nous avons décidé de mettre en place une commission mixte qui va nous permettre d'aller en profondeur sur tous les sujets que nous avons abordés et particulièrement dans cette année électorale qui est une année où les valeurs autour de la cohésion sociale, autour de la transmission, autour de la paix doivent être portées par toutes les institutions et particulièrement par ceux qui garantissent nos us et coutumes et qui les transmettent aux jeunes générations, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, garants des us et coutumes, entendent mener à bien cette mission. Je puis vous assurer de l'entière disponibilité de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels à définir en synergie avec vos services les formes et les instruments de cette collaboration future. Cinéma, musique, monuments et sites touristiques dont bon nombre sont flanqués du sceau. Patrimoine mondial de l'UNESCO représente 25% de l'économie ivoirienne. La signature de ce partenariat naissant vient également attirer plus d'argent.
Dans le conflit en Ukraine, le président russe s'est dit favorable à la fin des combats avant d'énumérer une série de conditions. Vladimir Poutine rappelle qu'un règlement de la guerre devra tenir compte de l'avancée russe dans la région de Kursk et plus globalement des causes profondes du conflit. Donald Trump a salué une déclaration prometteuse mais incomplète. De son côté, Volodymyr Zelensky dénonce des propos manipulateurs de Vladimir Poutine. Et voilà, c'était pour vous l'essentiel de l'actualité de ce 13 mars. Bonsoir et à demain.